Dans Hernani, Hugo écrit « Je suis une force qui va ». Eh bien cette phrase, on pourrait complètement l'appliquer à sa vie. Ce que je veux d'abord vous montrer à travers cette vidéo, c'est son ascension incroyable. Alors à chaque année qui passe dans cette biographie, demandez-vous une chose. Et moi à cet âge, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ceci est une nouvelle orchidée. L'ancienne est morte. Le 26 février, sortez les faire-part, le petit Victor-Marie Hugo est né du général Léopold Sigisbert Hugo et de Sophie Trébuchet dans la chouette ville de Besançon, juste ici. Si. Toute la famille est partie en Corse à cause du métier de papa Hugo. Mais on peut pas dire que l'ambiance entre les parents soit au beau fixe. Heureusement, Victor a deux frères aînés, Abel et Eugène. Maman emmène toute la famille à Paris, loin de papa, et pendant ce temps, Napoléon est sacré empereur. Sauf que les trois petits Hugo et Sophie partent sans papa. Pour le général Hugo, direction l'Espagne pour aider le roi, qui est en fait le frère de Napoléon. Pour Victor, ses frères et Sophie, direction Paris. Sophie n'a plus d'argent, alors c'est décidé, en 3 mois, tout le monde doit apprendre l'espagnol. On rejoint papa et sa maîtresse en Espagne. Le voyage enchante Victor, même si la mort est partout en Espagne à cause de la guerre. Eugène et Victor sont vite envoyés à l'école, où leur mère a à peine le droit de les voir. Mais ce serait mal connaître Sophie que de croire que la situation va durer comme ça éternellement. Elle récupère ses garçons et retour à Paris. Hugo commence à lire l'Émile de Rousseau, l'Affaire Calas de Voltaire, mais son frère aussi est un bon littéraire. Un compagnon de tous les instants avec qui il partage la littérature, et Adèle, la petite voisine. Victor a l'impression que l'écriture a un pouvoir magique. Avec son frère Eugène, il monte de petites pièces de théâtre, et pendant ce temps, Napoléon est exilé vers l'île d'Elbe, et dans les rues, Victor se joint au reste de la foule pour crier « Vive le roi !» quand Louis XVIII monte sur le trône. Une seule phrase pour cette année. Il écrit dans son journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Eh ben ok Victor, c'est noté. Victor a décidé qu'il ne ferait pas comme papa en avait envie, il n'ira pas à Polytechnique. Alors du coup, pour prouver qu'il a la trempe d'un bon écrivain, il se présente à un concours pour l'Académie française, dont le sujet est, tenez-vous bien, bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie. Eugène aussi a tenté le concours, mais Victor est le seul à avoir eu une mention. Eugène et Victor sortent enfin de la pension Cordier, et franchement, il n'était pas trop tôt. Mais maintenant, que faire? Eh bien, prouver sa valeur comme écrivain et pourquoi pas évincer son frère. Maman est malade, fluxion de poitrine. Ce qui n'empêche pas Victor de jeter de doux regards à la voisine Adèle Fouché qui a maintenant 15 ans et de remporter le Lys d'or pour un concours d'écriture. Écrit dans une revue montée avec ses deux frères, le conservateur littéraire soigne sa mère, écrit son amour en secret à Adèle. En bref, l'année 1820 est plutôt chargée. Dans le milieu des lettres, on veut connaître la vie de ce jeune si sérieux. Il est invité chez Chateaubriand et s'y rend tous les jours de 7h à 9h du matin. Sophie Trébuchet va finalement mourir le 27 juin. Abel a fait publier en secret Odes et poésies diverses. Comme Hugo est un écrivain royaliste, il va de bureau en bureau pour demander une pension au roi. Quand la pension est enfin accordée, il peut donc se marier avec celle dont il est rêvé depuis plus de 2 ans, Adèle. Sauf que le lendemain de la lune de noces, et on va passer sur les détails parce que alors franchement ça fait pas rêver du tout, ils apprennent que Jeanne a fait une grosse crise de folie. Il va rentrer en asile et n'en sortira plus. Le frère est vaincu. Hugo termine son premier roman, Anne d'Islande, alors qu'Adèle est enceinte. L'accouchement est difficile, mais elle met au monde un petit Léopold qui malheureusement ne survivra que quelques mois. Le mot de romantisme est enfin prononcé par Stendhal dans Racine et Shakespeare, mais Hugo refuse encore de prendre parti dans ce mouvement littéraire.
Adèle est de nouveau enceinte et elle accouche le 28 août d'une petite Léopoldine. 3 semaines plus tard, Louis XVIII meurt. Vive le roi Charles X. Père, Marie, Hugo n'a absolument pas le temps de s'occuper de son frère Eugène, surtout qu'il vient de décrocher la Légion d'honneur. Non mais attendez les mecs, la Légion d'honneur à 23 ans, moi ma plus grosse récompense, ça a été les moins 20% que j'ai obtenus sur ma dernière carte de fidélité, je veux dire. Enfin bon bref, la Légion d'honneur donc, à 23 ans. Et il a aussi été invité par le roi à son couronnement à Reims, pour devenir le poète officiel. À 23 ans. Non mais les gars, 23 ans, je veux dire 23 ans c'est quand même pas possible. Et 1, et 2, et 3, et voilà, Adèle est encore enceinte, ce qui n'a vraiment pas l'air de la réjouir. Mais Hugo aussi est en pleine gestation avec un drame, Cromwell. Et pour le premier rôle, il veut le plus grand comédien du siècle, Talma, qui a le malheur de mourir dans l'année. Pas de Cromwell pour cette année 1826 donc, mais un nouveau fils, Charles. 2 articles très longs ont été publiés sur Odes et Ballades dans un très grand journal national. Du coup, Hugo veut remercier son auteur, Charles-Augustin Sainte-Beuve, un homme assez laid, au physique ingrat, qui va devenir pourtant un ami de la famille. Après maman, c'est papa qui meurt, mais Adèle est enceinte. Si Madame Hugo enchaîne les grossesses, Hugo, lui, enchaîne les œuvres. Sauf Camille Robser, sa nouvelle pièce est censurée. Comme rien n'arrête Hugo, il décide qu'il est temps de défier le pouvoir des classiques sur le théâtre. Fini les pièces qui doivent respecter des règles établies par de vieux croutons et place à la jeunesse. Mais il mène aussi un combat dans le roman avec Le Dernier jour d'un condamné qui choque tous les contemporains. Hugo enchaîne avec Marion Delorme. Il est devenu un véritable chef de file et on retrouve chez lui Balzac, Musset, Delacroix, Mérimée, Vigny, Dumas et Sainte-Beuve, qui vient tous les jours, même quand Hugo n'est pas là. Mais ce n'est pas très grave puisqu'il y a Adèle. Et pendant ce temps-là, Hugo travaille d'arrache-pied. À peine Marion Delorme finie, voici Hernani. Hernani est un succès, mais la bataille pour faire accepter ce nouveau théâtre est loin d'être gagnée. Pourtant, le lendemain, il reçoit une lettre. « J'ai vu, monsieur, la première représentation d'Hernani. Vous connaissez mon admiration pour vous. Ma vanité s'attache à votre lyre. Vous savez pourquoi. Je m'en vais, monsieur, et vous venez. Je me recommande au souvenir de votre muse. Une pieuse gloire doit prier pour les morts. Chateaubriand. » Comme quoi, comme il l'avait dit plus tôt, être Chateaubriand ou rien. L'année 1830 n'est pas une année pour la littérature. Les 27, 28 et 29 juillet, on se bat dans les rues. Mais Hugo ne peut pas se battre avec les autres car pendant ce temps-là, Adèle accouche d'une petite Adèle, et maintenant c'est sûr, elle fera chambre à part. En début d'année, il publie un roman sur le Moyen-Âge qui lui tenait particulièrement à cœur, Notre-Dame de Paris. Et alors qu'il est enfermé littéralement sans voir personne ni même ses enfants, il comprend que Sainte-Beuve et sa femme sont tombés amoureux. Pour lutter contre la peur de perdre sa femme, Hugo va écrire Le Roi s'amuse, une pièce qui va être interdite, et Lucrèce Borgia. Pendant les répétitions de Lucrèce Borgia, il remarque une jeune comédienne. Voilà Juliette Drouet qui rentre dans la vie de Victor Hugo. S'il est d'abord timide, les deux ne tardent pas à finir par être amants. C'est une histoire d'amour de 50 ans qui commence, un amour difficile. Les deux s'engueulent en permanence et se jouent des crises de jalousie. Eugène est mort, le frère que Hugo n'était pas allé voir depuis des années, ce qui ne l'empêche pas de partir cette année-là en Belgique avec Juliette pendant les vacances pour découvrir le chemin de fer. Maintenant, il reçoit des lettres de jeunes auteurs. « Je vous aime comme on aime un héros », signé Charles Baudelaire, auteur du non moindre recueil Les Fleurs du Mal. Le maître publie un nouveau recueil de poésie, Les Rayons et les Ombres, et pendant ce temps, le corps de Napoléon est rapatrié à Paris aux Invalides. Hugo, bien sûr, est du cortège. Les enfants ont grandi et la plus grande, Léopoldine, va épouser un jeune poète, Auguste Vacry. Le cœur du père est déchiré à l'idée de perdre sa fille qui va aller vivre au Havre. 41 ans, père, mari, poète, modèle pour les jeunes écrivains. Hugo pourtant ne sera plus jamais le même à partir de cette année.
Il passe quelques jours avec sa fille Léopoldine qui vient de se marier au Havre, puis quelques jours avec sa nouvelle maîtresse Léonie Billard, et enfin quelques jours avec son ancienne maîtresse Juliette. Et c'est alors qu'il est en voyage avec elle qu'il apprend dans un journal que sa fille préférée, Léopoldine, vient de mourir noyée avec son mari. Il revient désespérément sur Paris parce qu'il a envie de revoir Léonie, revoir Juliette et surtout écrire toujours plus pour combattre sa tristesse. Je traiterai la deuxième partie de sa vie dans une autre vidéo parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de choses à dire. Parcours incroyable que celui de Hugo qui à 21 ans ne participe plus au concours mais les juge. Mais on a tendance à tout pardonner au génie. La vanité, l'égoïsme, l'ambition, l'orgueil, la mort d'un frère rival. A vous de me dire ce que vous avez pensé de notre chère Totor, comme l'appelait Juliette, et d'ici à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et bonne lecture.